pour représenter le fruit d'un travail collectif. Là, il y a plein de personnes qui ont contribué. Puis dans le fond, ça a été un travail qui a été fait dans le cadre de la rédaction d'un manuscrit d'un chapitre pour un livre sur le passage à la vie adulte des jeunes LGBTQ+. D'ailleurs, je vais prendre le temps de remercier les personnes qui ont contribué. Donc, il y a Aimé Cloutier, Elias Daigle, Lou Saint-Onge, Phil-Ariane Desmarais, Simon Marcotte, Julien Plante-Hébert et Olivier Valland. Donc, je vais commencer par présenter le GRI, parce qu'il y en a peut-être qui ne nous connaissent pas. Puis, je vais aborder le concept qui est à l'origine de ce travail-là, qui est la présence d'une asymétrie entre les personnes transféminines et transmasculines dans les personnes qu'on rencontre. Ensuite, je vais me pencher sur la posture qui a permis ce constat-là, mais qui a aussi nourri le travail de recension des écrits sur le point de vue situé trans et féministe. Je vais passer en revue ensuite les aspects des expériences des personnes transféminines et transmasculines sur lesquelles on s'est penché afin de répondre à la question que je vais vous dire plus tard. Donc, le GRI Montréal, c'est un organisme qui est sur le bord d'avoir 30 ans. Donc, on est bien installé. Notre mission, c'est de démystifier la diversité sexuelle et de genre dans les milieux qui nous accueillent, mais surtout dans les écoles. Donc, on va en majorité dans les écoles secondaires. Notre façon de fonctionner, c'est dans notre jargon des interventions, mais en fait, c'est des ateliers qui sont offerts par des bénévoles qui ont été formés pour aller se présenter rapidement, répondre aux questions des jeunes avec leur vécu en témoignant de leur vie. Donc, il y a deux volets. Il y a le volet en orientation sexuelle, où c'est des bénévoles qui ne sont pas hétérosexuels, qui se déplacent dans les écoles pour aller répondre aux questions. Et le volet identité de genre, qui c'est des personnes qui sont pas cisgenres. Donc, avec chacun de ces volets-là, il y a un questionnaire de recherche qui les accompagne. C'est avec ça qu'on a pu constituer l'échantillon que je vais vous présenter. Mais donc, aujourd'hui, ça va être vraiment le volet identité. Donc, mon Dieu, je t'ai déjà essoufflée. Je vais prendre le temps, ça va bien aller. Donc, l'échantillon, qui est le point de départ de toute notre réflexion puis notre recension des écrits, c'est un échantillon qu'on avait constitué pour un projet d'analyse qualitative qui avait été d'ailleurs présenté ici à l'équipe au colloque de la phase de l'année dernière. Mais depuis, on l'a bonifié un peu avec des interventions qui se sont déroulées depuis. Donc, notre échantillon est composé de 955 personnes qui ont été rencontrées dans 44 ateliers offerts en français, surtout au collégial, mais aussi à l'université et dans des organismes pour les jeunes adultes. C'est surtout dans la région de Montréal, en Montérégie, mais aussi dans la région de Québec. En majorité, ils ont entre 16 et 25 ans, donc c'était 76,2 de l'échantillon. Puis, donc, quand on a construit cet échantillon-là, donc on a à peu près trois questions qui nous permettent d'appréhender l'identité de genre des jeunes qu'on rencontre. Donc, on leur demande, je m'identifie comme femme, homme, ni-homme-ni-femme. On leur donne l'espace pour spécifier s'ils le souhaitent. Puis, on leur demande si l'identification qu'ils ont donnée juste avant, si ça correspond à celle ou pas, à celle qui a été donnée à la naissance. Donc, pour construire le groupe de jeunes trans et non-binaires qu'on a analysé, donc c'est des personnes qui correspondent au moins à un des critères suivants, soit de s'identifier comme ni homme ni femme, ou de déclarer une identité de genre qui ne correspond pas à celle assignée à la naissance, ou d'avoir ajouté une précision qui suggère une identité trans ou non-binaire dans l'espace privé à cet effet sur le questionnaire. Donc, ça fait 36 personnes, soit 3,8 de notre échantillon. Là, j'arrive avec un peu de détails sur les identités de genre des personnes trans et non-binaires de cet échantillon-là. Donc, on a 9 personnes non-binaires, 7 personnes en questionnement, 7 personnes qui ont coché la case ni homme ni femme, mais qui n'ont pas précisé, 6 personnes qui sont fluides dans le genre ou genderqueer. Puis là, on arrive sur la petite asymétrie qui nous a fait réfléchir vraiment longtemps. Donc, il y a 2 femmes trans, 2 hommes trans, mais 3 personnes qui sont non-binaires sur le spectre de la transmasculinité. Donc, on voyait ici une asymétrie entre les personnes transféminines et transmasculines. Puis juste une petite note, on a présenté des données au colloque recherche lesbienne qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui a été organisé par le Réseau des lesbiennes du Québec. Puis on a construit un échantillon un petit peu plus gros que celui-là, mais juste de jeunes secondaires. Puis la symétrie existe encore, dans le même sens. Mais je pense qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ça fait du sens. Donc,
La posture qu'on a utilisée, ben, ça nous a permis en fait de faire de nos préoccupations trans et féministes le point de référence à partir duquel on a travaillé. C'est entre autres possible parce qu'on fait de la recherche communautaire, puis qu'autour de la table, il y a toujours une présence de diversité de perspectives, comme les perspectives trans, non-binaires, mais aussi cis, euh, dans l'analyse de données. Fait que ça a permis de faire émerger des questionnements par rapport à cette asymétrie-là. Donc, juste pour faire un petit point rappel, le point de vue situé féministe, il permet de décentrer l'activité scientifique de l'expérience masculine. Puis le point de vue situé trans s'en inspire pour refléter que la catégorie trans est structurée par des rapports sociaux de genre et que les femmes trans et les hommes trans composent avec des conditions de vie et des horizons des possibles qui diffèrent. Donc, ma question, on s'est demandé que reflète, que signifie et qu'implique la sous-représentation des personnes transféminines dans l'échantillon de jeunes personnes adultes rencontrées par le GRI Montréal. Donc, ça, c'est la question qui nous a amené dans beaucoup de littérature. Donc, en premier, on s'est dit, bon, ben, est-ce que cette asymétrie-là existe aussi dans des statistiques populationnelles? Donc, en somme, dans la population canadienne comme dans la population états-unienne, tous les groupes d'âge confondus, il y a plus de femmes trans que d'hommes trans. Mais chez les jeunes, au Québec, avec l'Institut de la statistique, on voit qu'il y a plus d'hommes trans que de femmes trans dans les 15-34 ans, soit 0,15 de la population qui s'identifie comme, désolé, comme homme trans et 0,12 de la population qui s'identifie comme femme trans. Donc, ça fait quand même du sens avec notre échantillon, comme en majorité sont dans le groupe d'âge des plus jeunes. Je vais prendre une gorgée d'eau avant de m'étouffer. Dans mes pratiques, je n'avais pas besoin de boire, on dirait. Donc, la première piste qu'on a fouillée, c'est l'âge de début de transition. En fait, comme il n'y a pas de parcours de transition universel, il n'y a pas vraiment de critères uniques à explorer pour déterminer c'est quoi le début d'une transition, puis c'est quand est-ce que ça arrive. Donc, on a trouvé quelques pistes dans la littérature, mais on a trouvé quand même que c'était assez lacunaire comme espace. Donc, puis ce qu'on a trouvé, c'était particulièrement des personnes qui vivaient aux États-Unis, pas que, mais beaucoup, puis que c'était tous des moments qui étaient liés quand même à aspect médical de la transition. Donc, on n'a pas de moment qui parle d'une transition sociale ou légale ou autre. Donc, dans une population de personnes trans qui demandaient à avoir une consultation en vue d'une chirurgie d'affirmation de genre, les personnes on leur demandait de spécifier l'âge de leur premier souvenir de dysphorie. Donc, à cet endroit-là, nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y a pas réellement de différence entre les hommes et les femmes trans. Les femmes trans, c'est 6,7 ans et les hommes, 6,2. Donc, c'est à peu près similaire. Une autre recherche avait fait une analyse il cherchait dans des dossiers médicaux de personnes, 42 millions de personnes, majoritairement aux États-Unis, le diagnostic de dysphorie de genre. Donc, en cherchant ce diagnostic-là, ils se sont rendus compte que les personnes assignées femmes à la naissance étaient diagnostiquées 4 à 6 ans plus tôt que les personnes assignées garçons. Cet écart se confirme aussi avec l'accès aux soins d'affirmation de genre. Que ce soit l'hormonothérapie ou la chirurgie, les hommes trans y ont accès plus tôt, soit selon les études jusqu'à 9 ans plus tôt que les femmes trans. Donc, ça nous permet de penser que les femmes trans vivent en moyenne plus longtemps avec leur dysphorie avant de débuter une transition. Puis si on revient à notre échantillon et à sa petite asymétrie, bien, on se dit que peut-être que dans notre échantillon, il y a des personnes transféminines, mais qui vont vivre leur genre authentique plus tard. Il te reste encore 15 minutes. Mais 10 minutes si tu veux vers le question. Fait que je peux respirer un peu plus. Donc, la deuxième piste qu'on a fouillée, c'est la trajectoire scolaire et professionnelle des personnes trans féminines et trans masculines. Donc, encore une fois, c'est un aspect des vies des personnes trans et non-binaires qui n'est pas très bien documenté, notamment les domaines d'emploi et les choix vocationnels des personnes. Mais on fait tout de même l'hypothèse que les programmes où on a été invité, ce que je vous avais pas encore dit, c'est que c'est des programmes qui sont réellement souvent des programmes qui sont traditionnellement féminins, donc qui mènent à des emplois d'intervention et autres. Donc, que ces programmes-là, mais ils attirent les personnes assignées femmes à la naissance et spécialisées en tant que femmes. Donc, il y a plus de chances que les personnes transmasculines s'y retrouvent
puis ce qui est quand même une hypothèse qui semblait appuyée avec le savoir expérientiel du reste de l'équipe qui travaillait là-dessus. Je vais passer rapidement là, sur les choses qu'on a trouvées. Donc, il y a une étude ontarienne qui date déjà de plus de 10 ans qui cherchait à savoir c'était quoi le plus haut niveau scolaire atteint. Donc, les femmes trans, c'était plus de la moitié complétaient des études postsecondaires, ce qui était plus que les hommes trans. Mais cette étude-là, on n'a pas les domaines d'études, donc ça ne nous aide pas vraiment beaucoup à comprendre notre asymétrie. Sinon, quand même, on sait que les trajectoires scolaires des personnes trans et non-binaires sont souvent teintées de violence, puis que cette violence-là a des impacts sur leur parcours. Dans les études qu'on a trouvées, on a trouvé une méta-analyse qui parle de la violence dans les écoles secondaires, puis les pourcentages de personnes vivant de la victimisation sont quand même élevés. Donc, on a 71,5 % des personnes genderqueer assignées hommes à la naissance qui avaient vécu de la violence, 63,4 % des femmes trans, 49,5 des personnes genderqueer assignées, mon Dieu, femmes à la naissance, et 48,9 % des hommes trans qui avaient vécu de la violence à l'école. Donc, par rapport au parcours professionnel, la situation économique, donc ça peut être des idées, des constats que les personnes peuvent avoir en tête par rapport à leur choix scolaire. Donc, c'est pour ça qu'on s'est penché vers le côté professionnel. Donc, on sait que being transgender is correlated with poor economic outcomes, mais qu'il y a des différences aussi entre les personnes trans et non-binaires. Donc, être assigné femme à la naissance, c'est corrélé avec des revenus plus faibles que les personnes assignées hommes à la naissance, que ce soit des personnes trans ou des personnes non-binaires. Que s'identifier aussi hors de la binarité, ça fait partie des choses qui font en sorte que les revenus sont plus faibles. Il y a une étude aussi qu'on a trouvée qui parle de l'impact de la transition sur le salaire des personnes quand ils font leur transition une fois qu'ils sont rendus sur le marché du travail. Pour les hommes trans, il n'y aurait pas réellement de diminution, mais les femmes trans vivraient une diminution de 11 % de leur salaire en moyenne. Mais l'étude constatait quand même que les personnes qui avaient transitionné assez tôt, donc potentiellement avant d'arriver sur le marché du travail, avaient un profil économique qui était plus similaire aux personnes cisgenres du même genre qu'elles. Donc aussi, ça valait la peine de passer de ne pas passer sous silence les barrières à l'emploi qui existent pour les personnes trans et non-binaires, puis que c'est aussi les personnes racisées et migrantes, surtout les femmes trans, qui sont à cette intersection qui sont les plus vulnérables. Donc, ça peut être des difficultés à trouver du travail jusqu'à se tourner vers le travail du sexe pour subvenir à ses besoins. Mais il y avait aussi une autre étude qui parlait que même en emploi, dans le fond, la crédibilité des personnes n'était pas perçue, n'était pas prise en compte, n'était pas vue. Je vais prendre une autre gorgée d'eau. Donc, la dernière piste qu'on a fouillée, c'est la visibilité médiatique et les représentations des personnes trans. La visibilité médiatique, je ne parle pas du secteur de l'information. On en a beaucoup parlé aujourd'hui du secteur de l'information, mais donc, on n'est pas allé là. Donc, la visibilité est quand même croissante depuis les premières représentations qui ont émergé au milieu du 20e siècle, qui traitaient vraiment presque exclusivement de l'aspect physique des transitions des femmes trans blanches. On a passé vers la fin du 20e siècle à des représentations qui sont plus diversifiées, comme dans le documentaire Paris is Burning, qui avait des visées de prise de parole ou de déclaration d'existence. Les années 2010 nous mènent à une augmentation quand même plus importante de la visibilité avec des séries télé et des communautés médiatisées. Mais dans tout ce portrait-là, il n'y a quand même pas beaucoup de place pour les personnes transmasculines, sont moins visibles. Il ne faut quand même pas passer sous silence le fait que le caractère fortement négatif des représentations des femmes trans. Les études qu'on a lues parlaient du fait que les femmes trans étaient encore un ressort comique qui était joué par des hommes cisgenres pour ramener l'idée que les femmes trans sont des hommes, que les représentations étaient sexualisées ou tirées de la pornographie. Les femmes trans sont réinscrites dans la norme sociale de l'hétérosexualité puis dépossédées de la teneur collective de leur image. Puis, parmi les études qu'on a trouvées, les représentations des hommes trans sont vraiment moins documentées. L'attention est mise sur le torse, qui est perçu comme des seins ou des marqueurs de féminité qu'on doit cacher par un binder ou une chirurgie. Puis les hypothèses qui étaient dans ces recherches-là, c'était que les hommes trans auraient plus de contrôle sur leur représentation parce que
ils seraient un peu épargnés par l'hypervisibilité à cause qu'ils accèdent à une masculinité qui viendrait avec des privilèges, quoique tout à fait relatifs. Donc, on se demande, est-ce que cette croissance de la visibilité des personnes, elle permet aux personnes transmasculines de se reconnaître et de se dévoiler plus rapidement? Puis, est-ce que ça décourage les jeunes personnes transféminines de se manifester ou de s'identifier à une expérience transféminine? On se dit qu'il y a des recherches sensibles aux rapports sociaux de genre qui traversent la catégorie trans sont vraiment nécessaires pour comprendre ce qui permet aux personnes transmasculines et transféminines, respectivement, de se reconnaître dans un vécu trans et de se dévoiler à son entourage et de peut-être s'engager avec confiance dans leur transition. Bon, j'arrive à la fin de cette réflexion exploratoire qui est quand même basée sur un petit échantillon de contenance. On n'a pas répondu à toutes les questions. On en a peut-être soulevé plus que d'autres choses. Mais ça nous amène quand même à réfléchir à ce qu'on peut faire comme organisme. Donc, peut-être de trouver de nouvelles avenues pour aller à la rencontre de personnes assignées hommes à la naissance, puis de continuer à maintenir des objectifs de personnes transféminines dans les bénévoles qui témoignent dans les écoles. Parce que dans le fond, je pense que ça souligne quand même un peu l'importance du travail du communautaire, dont ce que fait le GRI pour humaniser les expériences des personnes trans et non-binaires. Puis en même temps, ça fait poser des questions parce que c'est presque juste des programmes qui mènent à des carrières en intervention, comme je disais, ou en relation d'aide. Donc, c'est peut-être la seule fois avec le passage du GRI que ces personnes-là, pendant tout leur parcours, vont rencontrer une personne transféminine, et peut-être même trans tout court. Donc, c'est questionnant. Puis un autre aspect vraiment important de ce qu'on a soulevé, c'est que les personnes non-binaires font face quand même à un vide documentaire. Mais aussi, même si en fait, leur poids est quand même important, donc autant dans notre échantillon, comme vous l'avez vu au début, que dans l'échantillon, pas l'échantillon, mais dans la population du Québec. Là, donc, les proportions, c'était à peu près personnes non-binaires qui étaient la même proportion que si on additionnait les personnes transféminines et transmasculines ensemble. Donc, on a quand même l'espoir qu'il y ait des recherches qui vont documenter les représentations, les expériences et les conditions de vie des personnes non-binaires. Ça nous rappelle quand même l'importance de démonter la présomption d'homogénéité de la catégorie trans. C'est une posture qui porte préjudice aux personnes transféminines qui subissent à la fois le sexisme et le sexisme, en plus du racisme et de d'autres systèmes d'oppression. Donc, je vous invite surtout les personnes comme vous qui sont engagées dans la production de savoir trans, à considérer la pleine charge du sexisme déployé à l'endroit des femmes trans et à produire des analyses différenciées selon le genre.